J'ai trouvé un souvenir d'adolescence dans ma bibliothèque. Compagnon de voyage. L'Angleterre, après tant d'années, comment allait-il la retrouver? Luc se posa la question en descendant la passerelle abattue sur le quai. La question s'estompa à peine durant tout le temps qu'il attendit dans le bâtiment de la douane, et elle devint au premier plan de ses pensées quand il se fut finalement installé dans le train. Un congé en Angleterre, il savait à quoi cela ressemblait. De l'argent, des visites à des vieux amis, des rencontres avec des collègues en congé, eux aussi l'atmosphère d'insouciance que savent créer autour d'eux les gens qui se disent « ça ne durera pas, autant en profiter, bientôt on sera reparti ». Mais cette fois, il n'était pas question de repartir. Il en avait fini avec les nuits étouffantes des tropiques, avec les soleils qui vous aveuglent, avec les longues soirées solitaires durant lesquelles on n'a d'autres ressources que de lire et de relire les vieux numéros du Times. Retraité, ayant de surcroît quelques économies personnelles, il était désormais un homme de loisirs, un gentleman qui rentrait chez lui, en Angleterre. Que diable allait-il bien faire? L'Angleterre par un jour de juin avec un ciel gris et une petite bise mordante. Pas très accueillante, l'Angleterre, par une journée comme celle-ci. Et les gens donc, des visages gris comme le ciel, et soucieux tous. Quant aux maisons, elles jaillissaient de partout comme des champignons, petites et vilaines, écœurantes, avec partout des poulets qui couraient dans la campagne. Avec effort, Luc détourna les yeux du paysage qui défilait de l'autre côté de la vitre et décida de parcourir les journaux qu'il venait d'acheter. Les Times, les Daily Clarion et les Punch. Il commença par les Daily Clarion. Dommage que je ne sois pas arrivé hier, pensa-t-il. La dernière fois que j'ai vu courir le derby, j'avais 19 ans. Participant au club, il s'inquiéta de ce que le rédacteur épique du Clarion pensait des chances du cheval que le sort lui avait attribué. Luc n'alla pas plus loin dans sa réflexion et jeta un coup d'œil sur la cote. Pour Jujube 2 étant un cheval, pour Jujube 2, il donnait 40 contre 1. Il consulta sa montre. 4 heures moins le quart. Il se dit que l'épreuve était courue et regretta de n'avoir pas joué Clérigold, le deuxième favori. Après quoi, ouvrant les Times, il s'occupa des choses plus sérieuses. Pas pour longtemps. Un colonel au visage sévère, qui occupait un coin du compartiment, lui adressa la parole. Le militaire était si exaspéré par ce qu'il venait de lire qu'il ne pouvait garder pour lui seul son indignation. Il lui fallait dire et redire ce qu'il pensait de ces maudits agitateurs. Au bout d'une demi-heure, fatigué, il s'endormit la bouche ouverte. Peu après, le train ralentit et s'arrêta. Regardant par la vitre, Luc aperçut une gare, au quai nombreux et à peu près désert. Il y avait une boutique de marchands de journaux, avec une affiche. Résultat du derby. Luc ouvrit la portière et sauta sur le quai. 20 secondes plus tard, il relisait déjà pour la troisième fois les quelques lignes glissées en cours de tirage dans la rubrique Dernière seconde. Résultat du derby. Jujube 2 en premier, Maspana en deuxième, Clérigold en troisième. Luc eut un large sourire. 100 livres sterling achetés par les fenêtres. Grâce à ces braves Jujubes 2, si allègrement méprisés par ses compétences. Toujours souriant, il plia le journal, le mit dans sa poche et se retourna. Le train n'était plus là. Luc avisa un employé. « Où diable est-il passé le train ?» L'homme maussade fronça les sourcils. « Quel train? Le dernier qui s'est arrêté ici, c'est le 327, à 3h14. Je vous parle du train qui va à Londres. Il s'est arrêté ici il y a 2 minutes. J'étais dedans. » L'employé répliqua d'un ton définitif. « L'Express? Vous dites? Il va de Douvres à Londres, sans arrêt. Permettez, il s'est arrêté. La preuve est que j'en suis descendu. »
L'express va de Louvre à Londres sans arrêt, monsieur, répéta l'employé. En principe, peut-être, mais il s'est arrêté, je vous le certifie, et je suis descendu. Les faits apparaissaient peu contestables. Aussi, l'employé changea de tactique. Vous n'auriez pas dû, dit-il d'un ton de reproche. Il ne s'arrête pas. Je vous dis qu'il s'est arrêté. Non, il s'est immobilisé parce qu'on lui signalait que la voie n'était pas libre. Ce n'est pas ce que j'appelle un arrêt. Subtil distinguo, dit Luc. Cela établi, qu'est-ce que je fais? L'employé n'avait pas l'esprit agile. Vous n'auriez pas dû, répéta-t-il. Admettons-le, déclara Luc. Le mal est fait. Il ne servirait à rien de pleurer, et je voudrais seulement, puisque vous avez l'expérience des chemins de fer, que vous me disiez ce que je dois faire. C'est un conseil que vous me demandez? Vous m'avez compris. J'imagine qu'il y a des trains qui marquent un arrêt dans cette gare. Un arrêt authentique, officiel. À votre place, je prendrai le 211 à 4h25. S'il va à Londres, il fait mon affaire. Rassuré sur la suite de son voyage, Luc fit les 100 pas sur le quai. La gare était celle de Fanny Clayton. Il assista à l'arrivée d'un train qui ne comportait qu'un seul wagon, tiré par une petite locomotive. 6 ou 7 personnes en descendirent, qui vinrent joindre Luc sur le quai. L'employé disparut, poussant un wagonnet chargé de paniers et de cajots. Un de ses collègues remuait des bidons de lait. Avec une majestueuse lenteur, le train de Londres fit son entrée en gare. Les wagons de 3e classe étaient bondés, mais il y avait presque personne dans les compartiments de première, qui n'étaient que 3. Luc les examina successivement. Dans les premiers, un gentleman d'allure militaire fumait une cigarette. Luc passa. Il avait vu assez de colonels pour la journée. Dans le second, une jeune femme au visage sans éclat, une gouvernante sans doute, surveillait les évents d'un enfant. Luc s'éloigna vivement. Le troisième, dont la portière était ouverte, était occupé par une vieille dame à qui Luc trouva un certain air de ressemblance avec une de ses tantes, la tante Mildred, qui lui avait permis, alors qu'il avait une dizaine d'années, de conserver un orvet. Il gardait de la tante Mildred un excellent souvenir. Il monta et s'assit. Après 5 minutes d'agitation intense du côté des fourgons, le train se mit en route. Luc déplia son journal, avec l'intime conviction qu'il ne pourrait pas le lire longtemps. Il avait eu trop de temps pour ne pas être sûr que la charmante vieille dame avec qui il voyageait n'avait nullement l'intention de garder le silence jusqu'à Londres. Il ne se trompait pas. Quand il eut remonté la vitre et ramassé le parapluie de la vieille dame, celle-ci entreprit de lui expliquer qu'il se trouvait dans un très bon train. « Il fait le trajet en 1h10, dit-elle. C'est bien et même très bien. N'oubliez pas que le train du matin met 1h40. Malgré cela, c'est presque toujours celui-là qu'on prend quand on va à Londres. Quand on va à Londres, par exemple, pour profiter des journées de soldes, il serait stupide de ne partir que l'après-midi. J'aurais pris le train du matin, mais Wankipou avait disparu. Wankipou, c'est mon chat, un persan, un animal magnifique. Bien que ces temps-ci, il est mal à l'oreille. Je ne pouvais évidemment pas m'en aller avant de l'avoir retrouvé. Bien entendu, dit Luc. Luc, ayant dit cela, fit mine de reprendre sa lecture. Il en fut pour ses frais de comédie. Les flots de paroles reprenaient. Alors j'ai fait contre mauvaise fortune bon cœur et j'ai pris le train de l'après-midi. D'un sens, je ne le regrette pas. Il y a toujours moins de monde. Il est vrai qu'en première, on trouve toujours de la place. Remarquez, je n'ai pas l'habitude de prendre des premières. J'ai horreur de gaspiller. Seulement, allant à Londres, pour des raisons extrêmement sérieuses, je tenais à être tranquille, pour bien réfléchir à ce que je vais dire là-bas. Luc réprima un sourire. La vieille dame continuait. En seconde, j'aurais certainement été avec des gens que je connais, et par simple politesse, il m'aurait fallu faire la conversation. J'ai donc pensé que pour une fois, je pouvais me permettre de voyager en première encore. Je le répète, que je considère cela comme un peu comme une extravagance. À cause du visage bronzé de Luc, elle ajouta très vite. Naturellement, pour des officiers en permission, c'est différent. Ils ne peuvent pas faire autrement. Le regard clair de la vieille dame interrogeait ingénument. Luc capitula tout de suite. Pourquoi attendre, puisqu'il faudrait finalement en venir là? Je ne suis pas militaire, dit-il.
Oh, pardon, j'avais cru. Vous êtes si brun que je pensais que vous étiez un soldat en permission, arrivant d'une lointaine garnison d'Extrême-Orient. J'arrive bien d'Extrême-Orient, dit Luc, mais je ne suis pas en permission. Et pour prévenir d'autres questions, Luc a encore dit: j'appartiens à la police. À la police? Voilà qui m'intéresse beaucoup, et vous allez me comprendre. La coïncidence est extraordinaire. Vous serez de mon avis quand je vous aurai dit que je vais à Londres pour rendre visite à Scotland Yard. Non. Allait-elle se taire bientôt, ou continuerait-elle à parler ainsi jusqu'à l'arrivée? Luc s'est posé la question, mais elle ne le tourmentait pas. Il avait bien aimé la tante Mildred, qui avait la pièce de 5 shillings si facile, et cette vieille dame ressemblait tellement à la tante Mildred d'autrefois. Comme la tante Mildred, elle était typiquement britannique, au même titre que les plums pudding de Noël, l'équipe de cricket du village et les feux de bois dans la haute cheminée. Ce sont des choses qu'on apprécie fort quand on s'est trouvé privé d'elle, à l'autre bout du monde. La vieille dame poursuivait. Comme je vous l'ai dit, je serais partie ce matin, si Yom Kippour ne m'avait pas donné du souci. Malgré cela, j'espère bien ne pas arriver trop tard. Scotland Yard, c'est toujours ouvert, n'est-ce pas? En tout cas, répondit Luc, les bureaux ne ferment pas à 4 heures de l'après-midi. C'est bien ce que je pensais. Un crime, il faut bien qu'on puisse le signaler à toute heure du jour ou de la nuit, évidemment. La vieille dame garda le silence un moment, l'air soucieux, puis elle reprit. J'ai toujours pensé qu'il valait mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Johnny Reed est un charmant garçon, c'est notre constable dans mon village. Mais il est très courtois, très agréable, mais je n'ai pas le sentiment qu'il serait à la hauteur dans une affaire grave. Il est très bien pour mettre les ivrognes à la raison et dresser des procès-verbaux aux automobilistes qui oublient d'allumer leurs phares ou qui conduisent trop vite. Je pense même qu'il pourrait enquêter sur un cambriolage, mais je ne le vois pas s'occupant d'un meurtre. Luc haussa les sourcils. D'un meurtre? La vieille dame confirma les mots d'un énergique mouvement de tête. Oui, d'un meurtre. Ça vous étonne, je vois. Ça m'a étonné moi aussi au début. Je ne pouvais pas le croire. Je croyais être victime de mon imagination. Et dit Luc d'une voix aimable, aujourd'hui vous êtes sûr? Oh, absolument. Je pouvais me tromper la première fois, mais pas la seconde, ni la troisième, ni la quatrième. À ce moment-là, ma conviction était faite. Si je comprends bien, il y aurait eu plusieurs meurtres. Pas mal, j'en ai bien peur. Du même ton calme, elle ajouta. C'est même pour cela que je me suis dit qu'il fallait tout raconter directement à Scotland Yard. Vous ne croyez pas que c'est ce que je pouvais faire de mieux? Luc la regarda, songeur, avant de répondre. Si, je suis sûr que vous avez bien fait. Au fond de lui-même, il pensait que ses collègues de Londres sauraient comment recevoir leur attendrissante visiteuse. Des vieilles dames dénonçant des assassinats commis en série dans leur petit village, on devait en avoir une demi-douzaine par semaine à Scotland Yard, et peut-être même y avait-il un service spécial pour s'occuper d'elles. L'idée les fit sourire. Il imagina la scène. Un commissaire très paternel ou un jeune inspecteur de bonne mine remerciait la vieille dame avec des mots gentils, lui certifiait que la police allait prendre l'affaire en main et lui conseillait de rentrer chez elle sans plus se soucier de rien. La vieille dame, cependant, celle du train, parlait toujours. Je me souviens d'un article sur l'affaire Abercrombie. Il avait effectivement empoisonné plusieurs personnes quand on a commencé à les soupçonner. Où voulais-je donc en venir? Ah oui, au procès, quelqu'un a dit qu'il regardait les gens d'une certaine façon, et tous ceux qui l'avaient regardé de cette façon-là tombaient malades peu après. Quand j'ai lu cela, je ne l'ai pas cru, pourtant c'est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? J'ai vu une personne, il n'y a pas si longtemps, qui avait ce regard-là. Ces histoires de regard, l'expression de la vieille dame avait changé. Elle tremblait un peu et le sang semblait s'être retiré de ses joues, qui n'étaient plus d'un rose délicat, mais toutes blanches. Je l'ai constaté d'abord avec Amy Gibbs. Elle est morte, ensuite avec Carter, puis avec Tommy Pierce, et hier avec le docteur Humbleby, un vrai brave homme celui-là. Carter buvait. Tommy Pierce était un garnement insupportable.
insolent avec les grandes personnes et brutal avec ses petits camarades, à qui il allait jusqu'à tordre les bras. Mais le docteur Humbleby, c'est autre chose. Il faut absolument le sauver. Le terrible, c'est que si j'allais lui parler de cela, il ne me croirait pas. Il me rirait au nez, et avec Johnny Reed, ce serait pareil. Heureusement, à Scotland Yard, on me croira, parce que là-bas, on a l'habitude des assassinats. Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre. Mon Dieu, s'écria-t-elle, nous arrivons. Soudain, très agitée, elle ouvrit son sac, le ferma, prit son parapluie et le laissa tomber sur le plancher. Luc le ramassa, pour la seconde fois. Elle la remercia avec effusion, puis elle dit « Ça m'a fait beaucoup de bien de parler avec vous. Je vous suis si reconnaissante de m'avoir écoutée, et je suis heureuse de savoir que vous approuvez ma démarche. » Luc répondit très gentiment « Je suis convaincue que Scotland Yard vous donnera les meilleurs conseils. » Elle fouilla dans son sac à main. « J'aurais voulu vous laisser ma carte, mais il ne m'en reste qu'une et il faut que je la garde pour ces messieurs de Scotland Yard. Naturellement, je m'appelle Pinkerton. » Luc sourit, un homme prédestiné. Elle le regarda étonnée. À son tour, il se nomma. Le train entra en gare. « Voulez-vous, Miss Pilkington, que je vous arrête un taxi ?» L'idée parut la choquer. « Oh non, je vous remercie. Je prendrai le métro. Il me déposera au Square et de là, j'irai à pied jusqu'à Whitehall. » Serrant la main de Luc avec effusion, elle ajouta « Merci encore. Vous avez été très gentil. Au début, pourtant, j'avais bien l'impression que vous ne me croyez pas. » Luc s'excusa, jouant la confusion. « Que voulez-vous? Une telle suite d'assassinats? Commettre tant de crimes et rester impuni? Avouez que c'est fort. » Miss Pilkington secoua la tête. « C'est ce qui vous trompe, mon enfant. Il n'y a rien de plus facile que de tuer aussi longtemps que nul ne vous soupçonne. Et justement, la personne en question est la dernière qu'on soupçonnera. » Ils se séparèrent sur le quai. Miss Pilkington disparut dans la foule. Luc partit à la recherche de ses bagages. Il pensa à la vieille demoiselle. « Un peu toquée, se dit-il. Non, je n'irai pas jusque-là. Elle a un peu trop d'imagination. Voilà. J'espère qu'ils ne la bousculeront pas trop à Scotland Yard. Elle est si sympathique. »